Vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir. Aujourd'hui, sur le podcast, nous allons parler d'intelligence émotionnelle et de mind masking. Vous écoutez le podcast Raviver le désir. Je viens tout juste de recommencer hier les chroniques à la radio avec Pénélope McQuaid sur Radio-Canada. C'est une clinique qu'on a une fois aux 4 semaines avec ma collègue Sarah Mathieu Chartier. Nous allons faire ça justement à tous les 4 semaines. Donc, hier était la première de la saison entre 10h et 11h. Et hier, en fait, on a parlé de l'image corporelle et le vieillissement en lien avec la sexualité. Puis, on a aussi parlé du mind mapping puis des problèmes de communication qui n'existent pas. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux sujets-là, particulièrement celui sur le mind mapping, parce que je vais en parler un peu aujourd'hui pour savoir un peu c'est quoi, vous pouvez écouter le podcast, en fait, sur les problèmes de communication que j'ai fait il y a quelques semaines. Sinon, à l'émission, on élabore un peu plus sur c'est quoi. Donc, vous pouvez aller taper sur Google Pénélope McQuaid Radio-Canada. Vous allez pouvoir écouter les émissions en rafale. Et puis choisir celle du 7 septembre. Il va y avoir deux chroniques sur la sexualité, donc la première étant sur le corps et le deuxième sur le mind mapping et les problèmes de communication. Donc aujourd'hui, on va aller une étape plus loin, on va parler de mind masking et d'intelligence émotionnelle. Donc comment est-ce qu'on peut définir en fait l'intelligence émotionnelle, mais en bout de ligne, en fait, c'est un peu comme parler de mind mapping. Donc, le mind mapping, brièvement, c'est notre capacité, en fait, d'avoir de l'empathie, de pouvoir percevoir les émotions chez une autre personne. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire avec le mind mapping. Et le deuxième, en fait, c'est de faire une map de cette personne-là avec les expériences qu'on a vécues avec elle et déterminer, en fait, prédire quel genre de comportement cette personne-là va avoir dans différentes circonstances. Donc, plus on connaît quelqu'un, donc comme notre partenaire, plus on est capable de prédire leurs intentions, leurs comportements et leurs motivations. Et c'est comme ça qu'on va, par exemple, éviter des sujets qui sont difficiles à voir, que quand on rentre à la maison, on sent la vibe un peu de est-ce que, tu sais, je peux initier une relation sexuelle ou pas, si c'est un bon moment, est-ce que je peux avoir une discussion sérieuse ou sensible avec ma partenaire ou c'est vraiment pas le bon moment. Donc, tout ça, en fait, c'est du mind mapping. Donc, c'est comme ça que je vais déterminer quels sujets sont sensibles et quels sujets sont légers finalement à avoir. Et donc, on fait une map autant cognitive, donc intellectuelle des pensées, des valeurs de cette personne-là, mais on fait aussi une map émotionnelle de cette personne-là. Et puis, on a souvent tendance à dire que les hommes ont moins d'intelligence émotionnelle, qui ont une plus grande difficulté à percevoir les émotions des autres, ce qui m'amène justement à mon sujet du mind masking. Les hommes, on a appris, on a été socialisés en fait à mind masquer nos émotions. Donc, camoufler en fait nos intentions et camoufler en fait plus particulièrement nos émotions, nos fragilités, qui peuvent être perçues même si on les cache, mais c'est quand même la tentative qu'on va faire. Tandis que les femmes, on a plus tendance à encourager en fait les femmes à le faire, du moins socialement, ils ont une plus grande liberté, il y a un risque qui est là, qui est moins grand pour le faire. Évidemment, il y a certaines émotions que les femmes peuvent moins exprimer que d'autres, comme par exemple la colère. Donc, les femmes ont même mappé que exprimer leur colère, ça peut être quelque chose qui va être moins bien perçu qu'un homme qui va exprimer sa colère. Tout comme l'inverse, un homme qui exprime de la tristesse, ça ne sera pas vu de la même façon qu'une femme qui va exprimer de la tristesse. Donc, on va apprendre effectivement à mind mapper et mind masquer, donc cacher en fait nos intentions, ou du moins de tenter de camoufler nos intentions, nos émotions, nos pensées. En soi, le mind mapping ou le mind masking, c'est pas quelque chose qui est mauvais ou bon. À la base, le mind mapping, c'est tout simplement une façon de survivre. En fait, même les animaux, les reptiles ont une capacité de faire du mind mapping. Votre chien, là, quand il vous regarde dans les yeux, il est capable de prendre votre intention, de comprendre votre intention et il fait du mind mapping par rapport à ça. Évidemment, étant des êtres humains, l'espèce considérée la plus intelligente sur la planète et un cerveau qui est plus développé que les autres, on a une très bonne capacité et beaucoup plus complexe de faire du mind mapping. Et la neuroscience, en fait, a même conceptualisé comment dans notre cerveau
On peut même faire en fait du mind mapping. Donc, quelle partie du cerveau est utilisée et où en fait, par exemple, le mind mapping émotionnel versus le mind mapping cognitif va être fait à différents endroits. Puis on va avoir un mind mapping de nous-mêmes et on va avoir un mind mapping de notre partenaire. Donc, on a 4 maps avec chaque personne qu'on a. Donc, la nôtre, une émotionnelle, une cognitive, et notre partenaire ou l'autre personne émotionnelle et cognitive. Et donc, mind mapping, c'est vraiment, je suis capable de gager, évaluer, interpréter en fait les intentions de l'autre personne. Tandis que mind masking, c'est que je veux en fait camoufler en fait ces intentions-là. Donc ça aussi, en fait, pour mentir, il faut être capable de faire du mind masking. Mais pour faire du mind masking, il faut aussi être capable de faire du mind mapping. Donc c'est des habiletés en fait hiérarchiques. Donc je ne peux pas faire du mind masking si je ne fais pas en fait du mind mapping ou du mind tracking. Donc d'être capable de gager, évaluer l'autre. Donc pour être capable de me camoufler, je dois être capable de comprendre l'autre, en fait. Donc, les gens qui sont des bons menteurs, c'est des gens qui sont des bons mind maskers et donc ont aussi une bonne capacité à percevoir, en fait, les besoins et les désirs des autres personnes. Donc, comme je disais, en fait, le mind masking n'est pas en soi quelque chose qui est antisocial. Le mind masking, ça peut aussi être servi de façon pro-sociale. Donc, par exemple, si j'ai des choses désobligeantes à dire à mon partenaire, suite à avoir ressenti une blessure ou un rejet, la première chose qui m'a passé par la tête est probablement pas la plus productive, la plus gentille et la plus adéquate à faire. Donc, je vais même masquer en fait mes intentions. Je ne vais pas nécessairement dire tout ce qui me passe par la tête. Et donc, le mind masking me permet de faire ça et peut-être de réfléchir et ensuite peut-être dire quelque chose de plus adéquat et de plus aidant à la situation, comme par exemple nommer mon besoin ou la blessure que j'ai eue plutôt que de juste envoyer chez l'autre. Mind masking aussi, ça peut être pour faire des surprises. Donc, si je veux faire un surprise party pour la fête de mon conjoint, ma conjointe, ben, je dois mind masquer. Je veux faire une surprise, il ne faut pas que je lui dise. Donc, je dois cacher en fait cette situation-là. C'est aussi une façon pour se protéger. Donc, quand, par exemple, quelqu'un a de mauvaises intentions à notre égard, on va peut-être même masquer, en fait, l'humiliation, la honte, en fait, qu'on ressent dans la situation. Et donc, il y a différentes façons qu'on va utiliser le mind masking qui peut être utilisé de façon pro-sociale ou antisociale. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est infidèle, a besoin d'être capable de faire du mind masking, a besoin, en fait, de camoufler ses intentions, que quand elle dit qu'elle va au bureau pour aller travailler tard le soir, puis que finalement cette personne-là va avec son amant ou son amante, eh bien, elle doit même masquer, en fait, autant quand elle s'en va que quand elle revient, qu'elle vient d'avoir du sexe, en réalité, avec quelqu'un d'autre. Donc ça serait peut-être une situation plus antisociale. Mais souvent, dans nos conversations, dans nos conflits, on va aussi faire du mind masking pour bifurquer en fait une conversation qu'on ne veut pas avoir. Donc, ça vous est-tu déjà arrivé peut-être dans vos conflits, en discutant d'un sujet peut-être un peu sensible, vous posez une question à votre partenaire et la personne ne répond pas à la question. Donc, elle ne nie pas, elle n'affirme pas non plus euh, 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 la question que vous demandez, mais va réussir en fait peut-être à soit amener la conversation complètement ailleurs, donc peut-être en vous mettant vous sur la défensive, euh, ou en fait en vous posant vous une question en retour, où vous dites, ben oui, mais toi aussi tu fais ça. Donc c'est une façon en fait d'enlever en fait l'attention sur soi-même et de le renvoyer sur l'autre, où la personne va prendre une section de votre question, va avoir l'impression, ça va vous donner l'impression qu'elle est en train de répondre à la question, mais elle est en train de détourner, puis finalement elle ne répond pas en fait à la question. C'était vraiment intéressant là si vous regardez là, ça fait un certain temps, là, mais il y avait Kellyanne Conway aux États-Unis qui était l'attachée de presse à Donald Trump. Et quand, à chaque fois qu'elle passait, en fait, aux nouvelles, on pouvait voir qu'elle faisait du mind masking. Donc, à chaque fois qu'on lui posait une question, elle prenait un segment, en fait, de la question qu'on lui disait, et là, elle spinait. Elle faisait un spin, c'est quelque chose en politique qu'on fait. Elle faisait un spin, puis elle ramenait finalement la question à genre Hillary Clinton, mais elle répondait jamais à la question du point de vue, en fait, pour Donald Trump. Donc, on fait ça régulièrement aussi dans notre couple pour éviter des sujets. On peut aussi mind masquer, euh, 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 par exemple, on est en train d'avoir, notre partenaire veut peut-être avoir une relation sexuelle, nous démontre un peu un intérêt,
Puis on va même masquer en fait le fait qu'on ne veut pas le dire. Donc on va communiquer à l'autre de façon non verbale notre désintérêt sexuel, mais on va même masquer le fait qu'on ne va pas le dire clairement. Donc de dire hey, ça ne me tente pas ce soir et de le faire de façon peut-être plus respectueuse. On va comme éviter en fait le sujet. Donc, une autre chose qu'on va même masquer beaucoup, en fait, ce sont nos fantasmes. Donc, on a fait aussi un podcast sur le dévoilement des fantasmes et leur signification. Donc, on va souvent aussi mind masquer nos fantasmes, nos préférences sexuelles, par crainte justement de se faire ridiculiser, d'avoir de l'air bizarre, d'être étrange pour notre partenaire. Donc, ça, c'est une autre façon, pas nécessairement antisociale ou prosociale, mais c'est une façon de se protéger finalement et qui va limiter nécessairement l'intimité. Donc, commencez à réfléchir de votre côté, comment est-ce que vous avez tendance, vous, à mind masquer? Comment est-ce que votre partenaire a tendance à le faire? Quel impact que ça peut avoir? Est-ce que vous l'utilisez principalement de façon pro-sociale ou est-ce que vous l'utilisez de façon peut-être plus antisociale? Est-ce que ça vous arrive d'un fois de peut-être avoir des mauvaises intentions avec votre partenaire? Donc, l'autre vous a blessé ou vous êtes fâché contre et puis vous voulez lui faire ressentir. Et donc, vous utilisez des commentaires ou des gestes qui peuvent être méchants, mais que vous allez cacher en fait vos intentions. Donc, une des choses qu'on entend souvent quand les gens camouflent leurs intentions par le mind masking, ils vont souvent dire, c'est peut-être une expression que vous connaissez bien, que vous utilisez ou qu'on vous dit souvent, c'est mais ma parole a dépassé ma pensée. Donc, c'est une belle façon en fait de dire je t'ai envoyé chier, mais je ne vais pas l'admettre. Je t'ai blessé, mais je vais le nier. Quand tu fais ce genre de commentaire-là, c'est j'avais de mauvaises intentions, mais je n'ai pas voulu en fait l'admettre. Je ne veux pas que ça paraisse mal. Et donc, je t'ai dit exactement ce que je voulais dire. J'ai eu l'impact négatif que je voulais avoir, mais là, je vais nier, je vais même masquer en fait que j'avais réellement cette intention-là, puis que finalement, c'est mes paroles qui ont dépassé ma pensée. Ou quand on a eu peut-être effectivement on a blessé notre partenaire d'une quelconque façon, puis on dit, mais c'était pas mon intention. Donc ça, c'est une des choses qu'on a souvent tendance à camoufler, en fait, dans une relation, c'est nos mauvaises intentions. Donc nos intentions qui ne sont pas toujours dans le bien-être de notre partenaire. Et puis, parce qu'on ne veut pas mal paraître, on ne veut pas que notre partenaire nous le fait aussi. Puis des fois, on mind masque quand notre partenaire fait ça aussi. Une autre façon aussi qu'on va détourner quand on a de mauvaises intentions, c'est qu'on va souvent parler ou on va le justifier par le fait que l'autre nous a blessés. Ou on va parler, on va le justifier par rapport à notre trouble de l'attachement, ou on le fait de façon défensive. Donc, tu m'as blessé, donc je t'ai blessé en retour. C'est un mécanisme de défense. Ou on va parler souvent d'inconscience. Mais ce que j'ai fait, c'était pas conscient. Ce qui a motivé mes actions n'était pas conscient. C'est ici, en fait, que le mind mapping et le mind masking vient contredire tout ça, où ce qu'on ne fait aucun comportement sans avoir une motivation et une intention qu'on est conscient de faire. On n'agit pas de façon inconsciente. Est-ce que nos émotions euh, qui sont suscitées par une réaction peuvent être inconscientes? Donc, par exemple, notre partenaire nous fait vivre une émotion qu'on trouve désagréable. On a un comportement, puis on a une émotion désagréable. Ça peut être inconscient, mais pourquoi ça vient autant me chercher? Ça nécessite peut-être une certaine réflexion. Mais mon comportement suivant mon émotion, parce que je me suis senti blessé et là je t'attaque, je te rabaisse à mon tour, ou peu importe, j'ai un comportement de boudage qui veut te faire réagir négativement, ça c'est fait de façon consciente. Donc la source de l'émotion n'est peut-être pas nécessairement consciente immédiatement, mais nos comportements qu'on a sont faits sur une base consciente. On a une intention et on agit selon, en fait, l'intention qu'on avait et pas l'inverse. On n'a pas des comportements, puis après ça, on se demande c'est quoi l'intention. On a une intention et après ça, on a un comportement. Donc, quand on commence à prendre en considération tous ces éléments-là par rapport au mind mapping et au mind masking, on commence à comprendre finalement que notre dynamique de couple n'est peut-être pas exactement celle qu'on s'imaginait. Là, la première chose que vous voulez faire, c'est pas commencer à regarder ce que votre chum ou votre blonde fait pour faire du mind masking antisocial, mais c'est vraiment de regarder en premier lieu qu'est-ce que vous faites. Prenez le temps de vous auto-confronter pour savoir comment est-ce que vous contribuez à faire ça. Puis ayez une opinion réaliste et honnête à votre égard. Puis c'est ça que je vous dirais qui va davantage vous aider dans votre couple. Ce n'est pas de commencer à blâmer immédiatement votre partenaire. Certes, c'est une étape à faire. Il faut savoir comment l'autre le fait aussi et comment l'autre nous a potentiellement déjoué
à plusieurs égards. Mais avant tout, il faut vraiment regarder comment nous, parfois, soit on se met la tête dans le sable, ou on fait nous-mêmes, en fait, du mind masking antisocial. Donc, pas pro-social, parce que, comme je vous dis, ça peut être bénéfique, ça peut être même, en fait, être avec de bonnes intentions, mais de vraiment regarder comment vous faites du mind masking plus antisocial, puis jusqu'à quel point vous allez être capable de l'admettre à votre partenaire, de vous mettre dans cette position-là vulnérable et de voir comment ils vont réagir, ou est-ce que vous allez mind masquer, que vous mind masquez votre partenaire et que vous êtes peut-être plus au courant de certaines affaires que vous voulez vous l'admettre. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel.